Honorable Selou Baldé, coordinateur des fédérations IFDG de l'Intérieur, est notre invité prestige ce matin dans le Before GG. Bonjour et bonne arrivée, Honorable Selou Baldé. Bonjour Madio, bonjour à toute l'équipe et aux millions de téléspectateurs du grand groupe de médias Espace FM Guinée. Bien, merci, c'est un plaisir de vous retrouver. Et puis on parlera de choses, notamment des cas de choléra déjà enregistrés du côté de Koya après l'inondation. On parlera également de ces femmes du marché Madina Deguerpi, tout comme cette histoire du côté de Dinguira où les populations exigent de la SMD la réparation de leurs pommets. On va enchaîner directement avec notre invité de parcours, Honorable Selou Baldé. Il est avec vous, Emmanuel. Alors, encore une fois, merci d'accepter notre invitation. On va peut-être commencer par la dernière actualité. Oui, par la dernière actualité, mais bien avant, c'est bien que l'on puisse avoir l'avis de l'honorable sur la question du Niger. On sait que le coup d'État à ce niveau-là a cristallisé les attentions. Le président Mohamed Bazoum qui est déposé, on a la CEDEAO qui tient mordicus à ce que son rétablissement soit de mise. De votre analyse, est-ce que tout cela est une conséquence du manque de sérieux qui a entouré le travail que la CEDEAO a eu à faire vis-à-vis des transitions de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso? Merci bien une fois encore, hein, c'est un plaisir d'être dans ce studio. Oui, évidemment, il faut dire que dès les premières heures de l'annonce de ce coup d'État de trop, moi j'avais quand même fait une publication sur ma page Facebook à l'époque. J'ai été très dur avec les poursuites du Niger parce que pour moi, contrairement aux trois précédents pays où il y avait eu des coups d'État, notamment la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, le contexte était totalement différent. On dit que la démocratie n'est jamais parfaite. Le Niger était en train de s'essayer, le Niger était sur le chemin. Il y avait quand même eu une transition apaisée. Pendant 2 ans, nous n'avions pas assisté à des sauts d'humeur ou à des manifestations contre le régime du président Bazoum, même si peut-être à l'intérieur ce n'était pas tout à fait ça. Mais ce qui s'est passé au Niger ramène plutôt à penser qu'il y avait un problème entre les élites et non pas entre les populations, peut-être par rapport à la gouvernance du pays, même si ces derniers temps, on a observé des mouvements de soutien, des mouvements de masse que moi j'appelle des mouvements manipulés par ceux-là qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Mais dans cette sous-région, en tout cas en proie au djihadisme, intégrisme, en proie à l'instabilité des institutions et même des États, nous n'avions pas besoin de ce coup d'État de trop. Et donc, il faut également dire que c'est aussi, si vous voulez, la déliquescence des institutions sous-régionales, notamment la CEDEAO, de la manière dont elle a géré pendant ces dernières années les questions de troisième mandat dans différents pays. Il y a des pays où la CEDEAO a fermé les yeux, il y a des pays où la CEDEAO a voulu sortir des muscles. Il faut dire qu'il y a eu une incohérence dans la démarche. Cela a quand même suscité l'appétit des généraux. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que au Niger, par exemple, on a suivi un peu le déroulement du coup d'État le 26 juillet. C'était d'abord une revendication au niveau de la garde présidentielle. Il y a un général, Abdraman Tiani, qui était un peu sur la sellette, dont le président Bazoum, d'après des informations, voulait se débarrasser pour quand même asseoir son autonomie par rapport à la gestion du pays. Et donc, de cette volonté de sauver sa peau, cela a découlé sur une prise de pouvoir et par les militaires au pouvoir. Comment est-ce qu'on peut investir sur nos armées? Vous savez que même si ce ne sont pas des militaires qui sont au pouvoir, mais les civils qui sont souvent élus dans nos pays font asseoir leur pouvoir avec les militaires, avec ces officiers et sous-officiers. Ce qui fait que dans nos pays, plus de 30% parfois du budget national va dans la grande miette. Donc ce sont des gens qui sont chèrement payés, ces officiers-là, qui sont entretenus sur le dos du contribuable et qui ont pour mission régalienne quand même d'assurer la défense de l'intégrité du territoire ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. Comment ceux-là,
c'est là qui sont chargés de définir les stratégies, bien entendu en relation avec les partenaires internationaux, surtout pour ce qui est du Sahel, avec la montée du terrorisme. Comment ils peuvent accuser un président et si vous voulez, sur la question sécuritaire, de l'insécurité, de la non-défense de l'intégrité du territoire, le déposer pour cette cause-là. Ce n'est pas la première fois que nous assistons à des coups d'État. On se souvient que dès après les indépendances en Afrique, dans les années 60, on a assisté à une série de coups d'État. Et cela nous a conduit à quoi? Donc pour moi, le coup d'État du Niger, c'est le coup d'État de trop. Bien que déliquescent, la CEDEAO doit donner l'exemple en sanctionnant, en faisant recours à toutes les options pour rétablir... Justement, c'est vrai que l'eau est versée. Maintenant, honorable Cellou Baldé, êtes-vous favorable à cette intervention militaire qui est prévue du côté du Niger? Moi, je l'ai toujours dit. Je suis favorable à une intervention militaire pour déloger les putschistes. Je ne suis pas favorable à une intervention qui s'attaquerait au peuple nigérien. Je l'ai toujours dit, permettez, je vais nuancer. Je l'ai toujours dit. Vous savez, il y a des élites. J'ai donné l'exemple. On a vu les forces spéciales américaines qui sont allées quand même déloger Ben Laden tranquillement vers 2h, 3h du matin. Précision importante, attention. Oui. Ben Laden ne résidait pas dans un palais présidentiel. Ben Laden n'avait pas l'armée de sa zone de cachette à sa solde. Ben Laden n'avait pas l'adhésion des citoyens. Le Niger, ce n'est pas Ben Laden. Écoutez, M. Mara, Ben Laden a des adeptes plus nombreux de par le monde au niveau du Pakistan, de l'Afghanistan, plus nombreux que les Nigériens. Et vous comprenez? Et vous pensiez que vous avez... Écoutez, vous avez évoqué le point. On a certainement tous suivi l'opération qui a conduit à l'assassinat de Ben Laden, parce que c'était un assassinat. Aujourd'hui, pensez-vous que dans un État souverain, parce que à la différence de Ben Laden, le général Tiani est un président de transition. Il est en train d'asseoir son pouvoir. Non, je ne voudrais pas qu'on polémique. Vous avez évoqué un point, il va essayer de répondre. La souveraineté d'une misère, la souveraineté du Niger aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on polémique. Allez à la question. Constituer la question. Allez-y maintenant. Donc, je le disais. Si vous l'interrompez, il ne pourra pas aller au bout de ses idées. Le palais présidentiel du Niger est logé dans un camp. C'est parti du fait que les présidents passés voulaient se mettre en sécurité. Deuxièmement, le général Tiani a acquis aujourd'hui l'adhésion de l'armée. Et au-delà, des citoyens se mobilisent pour accompagner cette junte-là. Vous pensez que la CEDEAO peut débarquer... Ça, c'est l'image de façade de M. Mara. Vous pensez que la CEDEAO peut débarquer au Niger sans que ça n'ait de conséquences civiles ou même ça n'ouvre la voie à une guerre dans la sous-région? Permettez-moi d'aller au bout de mon raisonnement. Allez-y maintenant, il a posé la question. D'abord, ce que vous présentez là, c'est une image de façade. Il y a beaucoup d'articles faits par beaucoup de médias internationaux qui, en tout cas, nous renseignent qu'il y a une division profonde au sein de du CNSP aujourd'hui. On sait comment le gars Salif Modi a été, on lui a fait rallier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui circulent à ce niveau-là. Et donc, je dis bien, vous savez, les stratèges militaires, en tout cas de par le monde, les renseignements, vous savez, il n'y a pas eu que le cas Ben Laden. Il y a eu beaucoup de cas, que ce soit de présidents, que ce soit de narcotrafiquants, que ce soit... il n'y en a pas Saddam Hussein seulement, vous comprenez? Il y a eu beaucoup de cas où s'il y a le concours, en tout cas des partenaires, aussi bien de la CEDEAO que ceux qui accompagnent la CEDEAO, à travers les informations qu'ils ont, mais bien entendu, parce qu'il y a le principe de subsidiarité. Je dis bien, il est possible de déloger et de dégager les poursuites du Niger sans pour autant qu'il y ait des victimes. On va avancer parce que l'actualité c'est aussi la proximité. C'est vrai que le Niger ça concerne l'Afrique, la CEDEAO, mais on va aller peut-être une question sur la CEDEAO avant de revenir sur le cas guinéen. Allez-y. C'est un homme politique, c'est important. On ne va pas trop s'attarder sur le Niger alors qu'on a beaucoup de choses en Guinée. Justement, il dit c'est un coup d'État de trop. Au Mali, Ibeka était au terme de son mandat et il n'était pas prévu qu'il se représente comme candidat. Malgré cela, il a été délogé. Et au Burkina également, c'était un mandat légal qui était en train d'être conduit à bon port. Malgré cela, on l'a délogé. Ici, bien que ce mandat soit un mandat contesté par une frange importante de la population, parce que qu'il y a eu un troisième mandat. Est-ce que pour vous qui avez soutenu le coup d'État en Guinée, est-ce qu'il y a vraiment une dose de raison dans ce que vous dites en condamnant le coup d'État au Niger alors que vous l'avez soutenu ici en Guinée? Deuxième question,
Et comment il va répondre après, vous allez enchaîner. L'alternance ou la limitation des mandats est véritablement un synonyme de démocratie. Merci bien. Je crois que ce qui fait la beauté du débat, je l'ai dit d'entrée de jeu, au Niger, c'est le coup d'État de trop. Il y a une question de contexte. Quand vous prenez le Mali, mais vous connaissez les manifestations qui sont déroulées avec Imam Dicko, avec les Maliens. Mais la corruption au Mali, c'était à ciel ouvert. Tout le monde voyait ce qui se passait avec le régime d'Ibeka, avec son fils Karim Keïta. Donc c'était de notoriété publique, ce n'était pas caché. Et il y avait la clameur publique par rapport à ce régime-là. Et donc, c'est un coup d'État, il faut dire, qui a été vraiment salué par le peuple malien. Et l'opinion nationale et internationale quand même a compris que c'était une nécessité pour réparer une situation de fait qui était là. Pour le cas du Burkina Faso, il y a eu l'insécurité, même si, a priori, on pouvait garder Marc Christian Kaboré et travailler sur des alternatives par rapport à la question sécuritaire. Parce que je ne vois pas qu'un président puisse à chaque fois payer, à moins qu'il n'ait contribué ou qu'il n'ait été réticent à engager des politiques ou les moyens nécessaires pour lutter contre l'insécurité dans son pays. Mais contrairement au Niger, qui avait quand même une certaine stabilité. Avec le concours des partenaires internationaux, le Niger était un pays plus ou moins stable par rapport au Burkina et par rapport au Mali Bamako. Pour la Guinée, mais quand même, je dis que c'était une situation de non-droit. Après le 22 mars, attendez, c'était une situation de non-droit. Le 22 mars, n'oubliez pas qu'en Guinée, on a eu plus d'une centaine de morts par rapport au coup d'État constitutionnel. Après, vous allez poser la question. Gardez la question. On ne va pas quand même polémiquer là-dessus. Il va répondre après. Vous allez poser votre question. S'il vous plaît. J'ai été un acteur majeur de la lutte contre le troisième mandat. Nous avons subi dans la chair et dans l'âme les conséquences de cette dérive autoritaire-là. C'était le troisième mandat qui est illégal et illégitime. Nous avions, après le coup d'État, après la mort de Lansana Conté, en 2010, on a eu une constitution qui quand même consacrait des intangibilités. Il y avait la limitation de la durée et du nombre de mandats. Et donc, le professeur Alpha Condé n'a pas respecté cela avec toutes les conséquences que nous avons connues. N'oubliez pas ce qui s'est passé à Conakry, à l'intérieur du pays, depuis 2019 jusqu'au 22 mars. N'oubliez pas ce qui s'est passé notamment à Gérékoré avec les fosses communes. Et donc, le 7 septembre, c'était un événement réparateur, si et seulement si, mais bien entendu, je l'assume. C'était un événement réparateur d'une situation de non-droit. Si c'était à refaire, je vais encore le refaire. Acclamer le coup d'État du 5 septembre parce que c'était une situation de non-droit. Ce que j'ai envie de rappeler, dans le protocole additionnel de la CEDEAO, dans la charte africaine des élections et de la démocratie, que ce soit le coup d'État militaire par les armes, que ce soit le coup d'État constitutionnel, ils sont logés dans la même enseigne. Ce sont des coups d'État, des prises de pouvoir par des moyens anticonstitutionnels et non conventionnels. Dans le même sens, il y a eu le troisième mandat en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, ça a été acclamé, ça a été applaudi par notamment l'ancienne métropole. Ici en Guinée, on a condamné pour Alpha Condé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'Alpha Condé a été victime de son panafricanisme par endroit, le fait d'avoir prononcé ce discours de couper le cordon ombilical avec la France? Non, pas du tout, pas du tout. Le professeur Alpha Condé, c'est celui-là qu'on a qualifié d'opposant historique, qui est venu au pouvoir, en tout cas dans les conditions que nous connaissons tous, 18% au premier tour, miraculeusement 50 et quelques % au deuxième tour. Les Guinéens, dont c'est Loudalen Diallo, ont accepté dans l'intérêt de la paix et de la stabilité. Il a été appelé le premier président démocratiquement élu. Il devrait servir d'exemple. Je ne rentre pas dans les détails juridiques, mais je sais que, même si en Côte d'Ivoire, c'est un troisième mandat, mais la constitution guinéenne, telle qu'elle a, si vous voulez, cadenassé, telle qu'elle a, si vous voulez, gérer la question exactement du nombre et de la durée de mandat, ce n'était pas la même chose pour la Côte d'Ivoire. Je dis très bien, pour moi, en tant que démocrate,
le troisième mandat, quelles que soient les acrobaties utilisées, je ne suis pas pour, je ne l'approuve pas, mais pour le cas de la Guinée, le 5 septembre est venu soulager les populations, même si aujourd'hui la transition laisse à désirer. Bien, avec peut-être dernière question sur le Niger avant de revenir sur l'actualité politique guinéenne. Pas sur le Niger, je suis sur l'actualité. Alors, s'il y a une question sur le Niger, allez, Aoulatou. Bien, allez, Emmanuel. J'ai envie de poser la question à Céline Baldé avant d'introduire ma question. Est-ce que vous êtes sûr qu'au sein de l'UFDG, vous avez des conseillers juridiques? C'est la première question. Vous avez des conseillers juridiques à l'UFDG? Je ne sais pas c'est quoi l'objet de votre question. Parce que, en fait, j'ai juste envie de rappeler cette chose. Dans la vague de lutte contre Alpha Condé, la question du troisième mandat a été diabolisée. Mais vous savez au moins que le référendum n'était pas illégal. Et que dans la démocratie... Tout était illégal dans cette procédure et dans ce processus. Le référendum est illégal? Tout était illégal. Et vous êtes allé aux élections? Du moment, que M. Alpha Condé a violé son serment de respecter et de faire respecter la constitution de 2010, tout était illégal dans ce processus. La même constitution de 2010... On ne peut pas se mettre là à arranger la loi. Vous savez qu'il y avait un vide par rapport à cela dans la Constitution. Non, évidemment, vous savez que pour aller au coup d'état constitutionnel du 22 mars, il a fallu qu'il y ait une ordonnance qui soit prise. Et donc, tout était, à mon avis, illégal dans ce processus. Allez voir votre question. Vous avez accompagné les élections. Je voudrais mettre bas la terre, s'il vous plaît. Je voudrais mettre bas la terre. Honorable. Je s'est abstenu d'accompagner le coup d'état constitutionnel du 22 mars, bien qu'il y avait ce semblant d'élection législative. Mais pour l'élection... Pas du tout. Présidentielle, oui. Pas du tout. 22 à la présidentielle, non, oui. Pas du tout. Mais à la présidentielle. Mais bien entendu, nous avons pris part à la présidentielle. Sur la base de la nouvelle constitution. Je voudrais mettre pas la terre encore une fois. On va se comprendre. Honorable, on va se comprendre, s'il vous plaît. On va se comprendre, s'il vous plaît. Si vous permettez, honorable, s'il vous plaît. Je vais vous écouter. C'est très important. Non, s'il vous plaît, vous êtes obligé de me suivre, s'il vous plaît. Vous allez répondre aux questions. Ils vont me poser des questions, vous allez répondre, s'il vous plaît. Mais je ne voudrais pas qu'on pose tous au même moment les questions et puis vous répondez. Non, Alphonse Mara, s'il vous plaît, essayez de me comprendre. Je suis là pour gérer ça. Vous ne pouvez pas quand même comprendre. Posez vos questions, il va répondre. C'est simple. Allez à votre question, il va répondre. Mais je ne veux pas qu'on polémique. Allez à la question, s'il vous plaît. Ma question est finie, en fait. Bien, allez, Babila. S'il n'y a pas de questions, on avance, s'il vous plaît. C'est simple, s'il vous plaît, on va avancer. Je ne suis pas là pour quand même pour faire plaisir à quelqu'un. Avançons avec les questions, s'il vous plaît. On n'est pas là pour polémiquer. Oui, c'est bon d'interagir. Non, il va falloir écouter. On va écouter, c'est très important. Posez la question. Alphonse, s'il vous plaît, vous n'êtes pas quand même le modérateur. Essayez de respecter quand même. Vous avez toute la latitude de poser vos questions. Mais si vous ne permettez pas à l'invité de répondre aux questions, comment il va répondre? S'il vous plaît, vous avez toute la latitude. Si vous voulez, personne ne va poser des questions. Mais laissez les gens poser les questions, il va répondre, c'est simple. Mais vous posez toutes les deux au même moment, ça va être compliqué. Avançons à Oulatou, allez-y. Alors moi je vais vous ramener ici en Guinée, notamment sur le décret du président de la transition du 9 août. On avait écouté un peu les gens de l'ANAD et de l'UFDG un peu. Il y avait une procédure judiciaire qui devait être entamée. Est-ce que cette procédure judiciaire est entamée ou bien où en sommes-nous pour cela? Je veux parler du décret portant nomination des chefs de quartier et de district par les gouverneurs. D'accord, merci bien. Avant de répondre à la quintessence de la question, je vais rappeler, parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont de très mauvaise foi, beaucoup sont inconstants, inconséquents et incohérents. Moi, j'ai été membre du dialogue politique de 2016, signataire de l'accord politique interguinéen. J'ai participé au débat et j'ai été membre du comité de suivi. Vous savez que dans la constitution de 2010, il était prévu l'élection au suffrage universel direct des présidents, des membres des conseils de quartier et de district. Ce qui voudrait dire qu'un district et qu'un quartier était une circonscription électorale comme une commune, comme une préfecture pour les autres élections communales ou législatives. Et donc, le RPG à l'époque et la CENI nous ont opposé l'impossibilité sur le plan organisationnel, opérationnel et logistique d'organiser des élections dans 4000 quartiers et districts que comptait notre pays. Il faut déployer 5 personnes comme agents de CACV parce que cela ramenait à dire que pour chaque quartier, il fallait avoir une commission administrative de centralisation. Il fallait avoir des agents de sécurité. Tous les dispositifs que vous avez pour une commission administrative, pour une commune ou pour une préfecture, il fallait l'avoir à l'échelle quartier. Et donc ça ramenait à avoir environ, si vous voulez, 80 000 agents électoraux, ou plus d'ailleurs dans le pays. Nous avons dit avec l'appui des partenaires, je me rappelle de Wali Ndiaye,
du système des Nations Unies, qui nous avait accompagnés dans la réflexion. On a dit, pour avoir une base de légitimité, pour non seulement faire en sorte que l'administration, que l'État, non pas parce que l'État, c'était l'État RPG Arc-en-Ciel, et c'était un maillon important de la fraude électorale, les quartiers et les districts, on a dit, allons aux élections communales. Comme les listes de candidatures indépendantes sont acceptées au niveau des élections communales, et les listes compétissent aussi bien au niveau des quartiers et secteurs qu'à l'échelle commune, la liste qui vient en tête dans un district, dans un quartier donné, mais elle désigne automatiquement, sur la base d'une légitimité acquise au niveau du suffrage universel, les présidents de conseils de district et de quartier, et que les membres soient désignés au prorata de ce que chaque liste aurait obtenu. Mais on a quand même une médiane. Il y en a qui sont sortis pour dire non, c'est un arrangement UFDG-RPG, alors que chacun était libre d'être candidat à l'élection communale. Et donc c'est ça la loi du code électoral révisé de 2017. Mais c'est que le président, le colonel Doumbouya a pris comme décret, c'est un décret totalement illégal. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, nous sommes en train de nous concerter. Au lieu que ce soit une seule entité, un seul parti, une seule coalition, nous voulons travailler pour qu'au sein des forces vives, nous puissions attaquer le décret. Parce que le décret est illégal. Et l'autre chose, c'est que nous pensons, c'est qu'il y a des velléités qui sont cachées derrière. Si à quelques mois ou à quelques semaines de la présentation, comme ils l'ont annoncé dans l'évolution des actions pour le retour à l'ordre constitutionnel, on s'attend à un projet de constitution. Pourquoi anticiper et prendre un décret alors qu'on a annoncé que les élections vont commencer par la base? Donc aujourd'hui, je crois que quand même cela démontre l'agenda caché du CNRD. Allez, dans la même lancée, si vous permettez. Depuis le 9 août, le décret il est pris. Jusqu'à présent, vous dites que vous êtes en train. Est-ce que vous ne pensez pas que le temps est en train de filer de ce côté? Non, pour nous, le temps ne file pas. Vous savez ce qui va se faire? Le CNRD va organiser, si vous voulez, des affrontements, risque d'organiser des affrontements dans les quartiers et districts. Il y a des gens qui sont élus dans ce pays, qui se sont battus, qui attendent ça. C'est vrai qu'il y a eu la rupture qui a été enregistrée, il y a eu le coup d'État qui est venu, mais on ne peut pas aujourd'hui avoir ce droit acquis dans le cadre de l'évolution de nos lois au prix du combat que le peuple de Guinée a mené et qu'à travers un décret, on puisse remettre cela en cause. Vous savez la désorganisation que cela occasionne au niveau des collectivités locales. Dans la loi, aussi bien le code électoral que le code révisé des collectivités locales, il est dit que les quartiers et les districts sont des sections des collectivités. Comment voulez-vous avoir un maire qui s'appuie sur les quartiers pour le développement de la collectivité donnée et que vous lui soutiriez ce maillot-là? Non seulement vous le soutirez, lui soutirez le quartier et le district, mais vous lui soutirez cet élément-là, le chef de quartier. Il n'y a ni lien hiérarchique, ni lien fonctionnel entre eux et le chef de quartier. Mais c'est un désordre total au niveau des quartiers. Vous voulez dire que le CNRD est en train de faire même bas sur la démocratie locale? Non, vous savez, le CNRD n'est pas en train de penser aux avantages de la décentralisation, aux principes, aux mécanismes de fonctionnement. Pourquoi la décentralisation, ce développement harmonieux des collectivités? Le CNRD est juste en train de penser à comment caporaliser tous les maillons du processus électoral pour confisquer le pouvoir. C'est ça la vérité. Alors, M. Silubaldi, donc dans la même lancée justement, on a vu que récemment, il y a un désaccord, une incompréhension qui se crée entre les partis politiques ou les coalitions qui ont décidé d'assister de prendre part au dialogue et le CNRD quant à certaines résolutions qu'ils avaient proposées au CNRD et que parmi ces résolutions, le mécanisme par lequel on devait finalement venir au mode de désignation des conseils de quartier et de district a été complètement mis de côté. Donc finalement, est-ce que vous vous donnez raison quant au fait de ne pas participer à ce dialogue-là, de ne pas faire confiance à ce cadre de dialogue qui a été mis en place? Vous savez, cela ne me réjouit pas, d'autant plus que ça retarde le pays. Ça retarde le processus de démocratisation. On ne devrait pas avoir de pro et anti-CNRD. Si la transition était sincère, on devrait avoir une classe politique mobilisée dans un élan constant, conséquent et harmonieux pour travailler à ce que la transition aille à son terme. On devrait avoir un CNRD et son gouvernement soucieux du retour à l'ordre constitutionnel, qui est la mission régalienne d'un gouvernement de transition, et un CNRD qui gère les affaires courantes à l'image de ce qu'ils sont en train un peu de faire. On n'avait pas besoin de cette contradiction. Le mensonge a beau prendre l'ascenseur, la vérité a beau prendre les escaliers, la vérité arrivera en premier.
On a été pendant plus de 15 ans dans le processus électoral dans ce pays-là. On a fait toutes les retraites avec la CENI. L'accord, entre guillemets, ce semblant de dialogue qui a été organisé, c'était un simulacre. Mais quand vous suivez M. Baouri aujourd'hui qui vous dit on n'a pas besoin de facilitatrice pour rencontrer le CNRD, on n'a pas besoin d'intermédiaire pour discuter direct. Mais c'est ce qu'on a dit. Nous connaissons c'est quoi le dialogue. Vous savez qu'en 2012, il n'y avait pas plus de 15 personnes au dialogue politique. Et l'accord, il a fallu négocier mot par mot, expression par expression, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, et il y avait un secrétariat permanent. Vous savez que c'est Bourema Condé qui présidait le dialogue. C'était ministre de la République, mais il y avait l'opposition 3 personnes, la mouvance 3 personnes, il y avait la société civile 2 personnes, il y avait les partenaires techniques et financiers en tant qu'observateurs, et il y avait l'administration qui n'avait pas une voix prépondérante, qui n'avait pas une voix, si vous voulez, exactement, qui était là juste pour assister techniquement. Mais on rédigeait chaque paragraphe pour s'entendre. Mais cet accord nous a permis d'aller à beaucoup de choses. Mais là, tenez-vous bien, le CNRD sera obligé de revenir au dialogue demandé par les forces vives. Vous voulez dire que le dialogue avec Alpha Condé était mieux que le dialogue avec la junte militaire aujourd'hui? Mais ce qu'on a eu en 2016 est mieux que ce simulacre qu'on a eu là. Parce que ce dialogue-là... Ça veut dire que vous êtes nostalgique? Non, pas du tout nostalgique, mais je dis bien, le dialogue en 2016 était mieux structuré, répondait aux normes. Demandez à ceux-là, dans les institutions internationales, qui travaillent sur les dialogues. Il y a quand même des normes, il y a des principes. C'est comme si vous organisez un séminaire. Il y a les normes pour un séminaire de formation, il y a les normes pour un dialogue politique. On ne peut pas avoir, si vous voulez, le CNRD en haut du chapeau ou un premier ministre en haut du chapeau. Tous ceux qui dialoguent doivent être au même niveau et qu'il y ait soit un médiateur. Et c'est comme l'affaire des facilitatrices. Mais c'est un faux débat. C'est ce qui fait qu'on n'a jamais souscrit à cela. On n'en parle même pas, on ne commente pas. On n'en avait pas besoin. Bien, allez. Alors, sur la question du dialogue, je vais aller. Oui, bien avant, sur la question de la nomination de ces conseils de quartier-là, on voit ces facilitatrices qui ont commencé une offensive envers les différents partis politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que le CNRD, s'étant rendu compte de la bourde qui a été commise, a décidé de se rattraper sans pour autant perdre la face en amenant vers ces coalitions des partis politiques qui ne sont pas d'accord avec cette démarche? C'est quoi la question? La question, c'était de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que le CNRD s'est ravisé sur ce décret-là qui consistait à donner le pouvoir au gouverneur de nommer ses conseils de quartier, mais ne voulant pas perdre la face en rapportant directement ce décret, a décidé d'amener ces facilitatrices vers ces politiques-là. Et si, à la fin de ces différentes consultations, on arriverait à la conclusion comme quoi il faudrait qu'on laisse en l'état la procédure par laquelle on devrait choisir ces conseils de quartier, et on dirait tout simplement que le CNRD a entendu les revendications ou les recommandations de ces partis politiques. Vous savez, on dit malin et demi. Le CNRD n'est pas bête. Tout ce qu'ils font, ils ont des conseillers juridiques. Vous savez, quand vous voyez la charte de la transition qui a été moulée dans l'arrière-cour du CNRD, parce que c'était tellement à la va-vite, il y a beaucoup de gens qui conseillent le CNRD. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on ne peut pas continuer à rouler le peuple dans la farine. Vous savez, quand on mettait en place le CNT en 2022, il n'y avait que 7 coalitions politiques. C'est nous qui avions scindé les 15 membres. Mais le CNRD, avec l'appui des facilitatrices, a réussi à mettre en place plus de 35 coalitions politiques et plus de 7 fêtières, organisations de femmes, de jeunesse dont on ne connaît pas l'origine, la conscience et tout ça. C'était pour mettre en minorité les vraies forces vives de Guinée. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi? D'abord, il y a eu des pro-CNRD et nous qui sommes restés droits dans nos bottes pour dire que tel que la transition est en train de se dérouler, nous n'en avons pas foi. Ce n'est pas ça le dialogue réclamé. Et aujourd'hui, vous avez entre les pro-CNRD, il y a 2 clans. Quand il y a eu la conférence, je ne sais pas, des coalitions avec les Kouyaté, les Baouri et tout ça, mais il y a eu une autre plateforme, les ADC Bokior, qui se levaient pour dire que non, les autres sont de mauvaise foi, ou bien ils n'ont pas compris. Le CNRD a intérêt à mettre fin à ce système-là. Ça ne peut pas prospérer.
ça ne peut pas continuer. Mais les facilitatrices, quand même, ne viendront pas vous rencontrer. Parce que vous n'avez pas pris part au cadre de dialogue. Non, chez nous, ils ne viendront pas. Et on est très contents de ça. Comprendre la dernière fois que dans les résolutions de ce cadre de dialogue, il était prévu énormément qu'on respecte cette loi, que les chefs de quartier soient issus, bien sûr. Certainement, vous n'avez pas pris part au dialogue, mais vous avez eu quand même, vous avez eu à faire peut-être la lecture des 35 résolutions. Dans ces 35 résolutions-là, en aucun cas, on avait dit qu'il y aurait un décret, en tout cas, du président pour nommer les chefs de quartier à travers les gouverneurs. Vous avez suivi. C'était l'organisation des élections locales, et communales, législatives et au-delà, il est le point 13 de ces recommandations parle de la révision du code des collectivités. Tout à fait. Babila, vous savez, ce que nous avons dénoncé pour le dialogue, c'est qu'un dialogue comme ça, un cadre de dialogue, on devrait avoir des accords entre les partis. Mais ce qui s'est passé dans ce marché-là, c'est qu'on vient, on discute, on ramène au roi en haut là-bas, c'est lui qui décide de qu'est-ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait des propositions là-bas. C'est ce qu'on a aussi en dehors du cadre, mais aussi le mécanisme de prise de décision qui laisse à désirer. Dans un dialogue, les partis en présence ne font pas de propositions pour ramener à quelqu'un qui décide de qu'est-ce qu'il faut prendre. Mais un dialogue où des acteurs politiques, dans ce pays, des acteurs politiques qui ont accepté de dire on met en berne, on enferme dans une chambre les droits et libertés pendant le temps d'une transition. C'est quoi le sérieux dans ça? Alors, revenons toujours par rapport à la nomination, à ce décret du 9 août concernant les chefs de quartier, chefs de district. Maintenant que le code électoral n'a pas été révisé au niveau du CNT, ce décret a été pris. Selon vous, qu'est-ce qui serait à l'origine de ce décret? Quelle est l'intention derrière concrètement? Non, moi je viens de le dire. Vous savez, aujourd'hui, en dehors même de ce décret, le fait d'avoir annoncé très tôt que c'est le MATD qui va organiser les élections, référendums et tout ça. Et après, il y a eu des décrets qui ont été pris pour meubler des structures au niveau régional, préfectoral, par rapport aux affaires politiques et électorales et tout ça. On s'attendait à ce que le CNRD arrive à ce niveau-là. Et donc, c'est pour mettre, si vous voulez, une synergie d'action, c'est pour mettre en cohérence leur volonté de caporaliser le processus électoral. Aujourd'hui, à quoi il faut s'attendre? Il faut s'attendre que dans ces quartiers, parce que j'ai vu les critères de nomination, attendez-vous à ce que des militaires soient là-dedans, parce que vous avez des gouverneurs militaires, vous avez des préfets militaires, vous avez des sous-préfets militaires, et aucun critère dans ce qui a été dit dans l'acte réglementaire ne nous dit qu'un homme en treillis ne peut pas être candidat. Et donc aujourd'hui, on va avoir, si c'est leur schéma qui fonctionnait, on va avoir un MATD avec, il ne faut pas voir quand on parle de MATD juste l'administration centrale avec le ministre Morikonde et les autres directeurs généraux ou directeurs nationaux. Il faut voir l'administration territoriale à la base, ceux qui organisent les élections. C'est ce qui fait que ce décret est illégal, nous ne l'accepterons pas. Le fait de décider de façon unilatérale que c'est le MATD qui va organiser les élections à lieu et place d'un organe de gestion, être neutre et indépendant, ça aussi nous ne l'accepterons pas. C'est ce qui fait que pour nous, jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore un véritable dialogue pour discuter des modalités de mise en œuvre de l'agenda de 2024. Justement, par rapport à cette question. Permets-moi, Alphonse, dans la même lancée, vous le répétiez plusieurs fois ici, le dialogue, c'est pas, on n'assiste pas encore à un dialogue, il faut reprendre le dialogue et on sait qu'en général... Il faut organiser le dialogue. D'accord. Comment il n'y a pas eu de dialogue? D'accord, il faut organiser le dialogue, ce qui veut dire tout simplement que si c'est à l'issue du dialogue qu'on va tirer un consensus quant aux critères qui vont prévaloir à l'organisation des élections, donc est-ce que vous sous-entendez par là que la transition n'a pas encore démarré et qu'il y a forcément un glissement? Non, écoutez, la transition a démarré depuis le 5 septembre. Ça, c'est évident. Dès qu'on est à rupture de l'ordre constitutionnel, on est dans une transition. Maintenant, le processus d'organisation pratique du retour à l'ordre constitutionnel, c'est ce qui avait été concocté dans l'agenda de 24 mois. Mais nous, a priori, si vous avez lu nos mémos, si vous nous avez suivis, on avait dit que le CNRD a juste souscrit à cet agenda pour sortir sous l'épée de Damoclès de la CEDEAO pendant un temps. Il n'avait aucune intention de respecter, d'autant plus que l'agenda n'est pas un chronogramme.
Nous sommes habitués au chronogramme. C'est un chronogramme qu'on peut évaluer jour par jour, minute par minute, action par action. Mais l'agenda, on a mis ensemble beaucoup de familles d'activités qu'on ne peut pas évaluer. On ne peut pas mettre des indicateurs devant. Je vais terminer. Deuxièmement, pour moi, aujourd'hui, si le gouvernement est dans la bonne foi, d'abord la cagnotte, la rançon de 600 millions, ce n'est pas réaliste. Ils ne peuvent pas avoir de façon unilatérale se retrouver en dehors. Tout ça, c'est des choses à définir dans un cadre de dialogue cohérent, avec l'appui des partenaires. Mais il y a des gens expérimentés qui connaissent les cours des élections dans les différents pays en fonction des contextes qu'il y a. Et deuxièmement, on peut, quand aujourd'hui on se retrouve dans un véritable cadre de dialogue, on peut raboter, comme l'a dit beaucoup d'acteurs, les 600 millions et on peut raboter les 24 mois pour aller dans un processus de retour à l'ordre constitutionnel en moins de 18 mois aujourd'hui. En moins de 18 mois. On peut ne pas avoir un glissement, mais tout dépend de la volonté politique. Justement, votre revendication principale, c'est aujourd'hui raboter cet agenda proposé. Est-ce que, selon vous, il y a des activités... La revendication principale, c'est le dialogue. D'accord. C'est ça. Ok, mais vous reprochez par exemple à l'agenda proposé par la transition des activités non importantes. Non réalistes, qui n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Je vais parler du RGPH, je vais parler du PN-RAVEC. D'accord. Justement, je viens par rapport au point du RAVEC, parce qu'aujourd'hui, la question qu'on est amené à se poser, c'est est-ce que le gouvernement même comprend le RAVEC? Quand vous prenez la question de la numérisation des extraits de naissance et de la biométrisation des identités, le processus a commencé depuis Alpha. Tout à fait. Et c'est un processus qui ne s'arrête pas à la fin d'une transition. Tout à fait. Est-ce que vous ne pensez pas que sur cette question-là, par exemple, on devrait plutôt chercher à mettre les moyens pour accroître le nombre de personnes ayant souscrit à la biométrisation que de le mettre dans un agenda de la transition? Mais Mara, c'est ce qu'on a défendu. Quand on a rencontré Boni Yahi, quand on a rencontré les partenaires, quand on a rencontré le Premier ministre, quand vous prenez nos mémos, je peux donner ce mémo, quand vous prenez nos mémos, c'est bien expliqué dedans. Vous savez, dès le départ, le CNRD, sur la base de nos mémos, a catégorisé les acteurs politiques en deux. Nous qui étions réalistes, qui avons l'expérience de ce qu'est un chronogramme, comment travailler sur un chronogramme. N'oubliez pas que nos partis ont eu des commissaires, des experts à la CENI, qui ont été des directeurs d'opérations de planification. C'est avec eux qu'on a travaillé pour faire ce chronogramme. Et vous avez d'autres qui n'ont jamais pris part même à une élection de quartier ou de commune, qui viennent, qui n'ont rien à proposer, et c'est l'agenda proposé par les experts du CNRD, et un agenda qui tient compte d'une volonté de ne pas partir peut-être avant 2026. C'est ça le grand problème. Allez, Babila, allez-y. L'autre question. Je dis bien, il faut, le PN-RAVEC doit continuer. Quand le CNRD venait, il y avait le projet. Exactement. Mais il n'y avait qu'une dizaine de communes, pilotes qui étaient là. Prenez aujourd'hui la délivrance des cartes biométriques. Si c'est dans le cadre d'un processus électoral, on ne peut pas faire payer 120 000, 200 000 à un citoyen pour se faire recenser, pour aller voter. C'est Madame Touré Djenaba qui avait parlé de ça à un moment donné. Ce qu'il faut faire, laissons le RAVEC suivre son cours normal, laissons le RGPA suivre son cours normal, prenons le fichier électoral qui a été quand même assaini en 2020, sur la base de toute la bataille qui a été menée en 2018 après les accords. Il y a eu les Nations Unies, l'OIF et l'Union européenne qui ont assaini le fichier. En 2020, il y a eu la CEDEAO. Quand le président Alpha Condé s'est rendu compte que le fichier a été totalement assaini, il a dit d'accord, on va aller assainir, c'est fini, mais aucun candidat qui n'était pas là ne va aller aux élections législatives. Et donc, il nous a fermé la porte. Mais le fichier est assaini. Avec l'appui des partenaires aujourd'hui, faisons le point de la situation. Recensons les Guinéens de l'extérieur et ceux qui n'avaient pas eu 18 ans. Corrigeons les anomalies, allons aux élections. Ce qui est en train de se faire, le RAVEC, c'est une question structurelle qui va prendre des années et au fur et à mesure, nous allons nous embarquer dedans. Prenez le Sénégal. Le Sénégal s'est embarqué dans l'état civil depuis longtemps, mais ce n'est pas encore fini. Ça finira pas. D'ailleurs, c'est évident. D'ailleurs, cette question de carte d'identité aujourd'hui, vous pouvez rester 2 mois, 3 mois sans obtenir la carte d'identité. S'il faut passer par la carte d'identité. Alors, l'autre question. Aujourd'hui, désapprouve cette décision prise par le président de la transition. Comment percevez-vous ce recul de ces acteurs politiques qui, à un moment donné, avec le CNRD aujourd'hui, qui commence à observer un recul? Merci bien. Vous savez, le temps est le meilleur juge.
peut-être que on est dans le débat politique. Nous avions estimé que beaucoup se sont mus, en tout cas, en mouvement de soutien au CNRD. Peut-être que certains étaient de bonne foi, qu'ils pensaient qu'en allant à ce machin de dialogue-là, qu'ils allaient accélérer, en tout cas, le retour à l'ordre constitutionnel. Mais aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde qu'il n'y a pas du tout de volonté politique de la part du CNRD de discuter avec les vrais acteurs. Vous avez même à ce niveau où ce dialogue n'est pas du tout inclusif, où il n'est pas reconnu, il n'y a que certains acteurs et moins représentatifs par rapport aux véritables forces vives de Guinée. Mais là aussi, le CNRD a mis un paravent. Le CNRD ne veut pas discuter directement avec ces acteurs. C'est ce qui fait que je rejoins un peu la perception de mon ami, c'est Emmanuel, quand il dit que est-ce que le CNRD n'a pas envoyé encore les facilitatrices vers les acteurs pour constituer un paravent. Mais c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Pour moi, il n'y a aucune raison d'être de ces facilitatrices-là. Quand le CNRD prend un décret illégal et tout ça, pourquoi on a besoin de facilitatrices pour mobiliser des gens alors que ces acteurs-là, et ils demandent à ce qu'il y ait une plénière où toutes les questions vont être discutées. Donc ces acteurs, ils se rendent compte de la dupérie du CNRD, ils se rendent compte de l'agenda caché du CNRD, que les gens ne sont pas dans la disposition d'organiser le retour à l'ordre constitutionnel dans les 24 mois signés avec la CEDEAO. Bien, allez, Babila, avant de revenir à l'autre question, comme vous l'avez dit, vous réclamez la tenue d'un dialogue inclusif, sincère, et bien avec les modalités que vous disiez tout à l'heure. Mais toutes les fois que vous faites cette réclamation, ce n'est ni le CNRD ni le gouvernement qui vous répond, mais plutôt vos compères des partis politiques ou des coalitions politiques qui disent qu'il n'y aura jamais d'ouverture de dialogue comme vous le souhaitez. Comment comprenez-vous cela quand lieu et place de ceux qui sont censés vous prêter oreille, de ceux qui sont censés donner une réponse à vos réclamations, que ce soit vos confrères politiciens qui soient là à dire qu'il n'y aura jamais de dialogue? Non, bon, peut-être qu'en plus, il faut dire qu'en plus, ou avant même le gouvernement, il y a des acteurs qui nous répondent. Mais souvent, il y a eu les sorties du porte-parole du gouvernement. Il y a eu des sorties du Premier ministre. À un moment donné, même le porte-parole du gouvernement avait affirmé que le dialogue... Ils ne sont pas opposés, en fait. Même le PM n'est pas opposé. À un moment, le porte-parole avait dit que le dialogue est derrière nous. Ça, il l'avait affirmé, le PM. Mais ça dépend des circonstances. Vous savez, souvent... Et la junte a réagi en fonction des circonstances, aussi bien au niveau local qu'au niveau sous-régional. À chaque fois que la CEDEAO s'est retrouvée à un sommet ordinaire ou extraordinaire, il y a eu des réactions en fonction des intérêts du moment de la junte. Et quand il y a eu des manifestations à l'intérieur du pays, et la junte fait semblant d'être prédisposée à un véritable dialogue. Pour ceux qui sont opposés aux véritables forces vives de Guinée, ce n'est pas la première expérience dans notre pays. Malheureusement, le CNRD n'apprend pas des erreurs du passé. Il y a eu l'exemple du CNDD dans notre pays. Nous avons connu le mouvement d'Addis ou la mort. Et à l'image d'un FNDT aujourd'hui, piloté à peu près par les mêmes personnes. Je vais parler de Kiamou Bogola Haba. C'était les mêmes acteurs du mouvement d'Addis ou la mort qui se retrouvent aujourd'hui dans le FNDT. Et d'autres acteurs politiques aussi qui, pendant même les 10 ans du règne du RPG, ont tenté tant bien que mal de mettre les bâtons dans le roue de la véritable opposition à l'époque. Je tiens à rappeler qu'actuellement, il n'y a pas d'opposition comme certains voudraient nous présenter. Nous sommes une classe politique parce qu'il n'y a pas un parti au pouvoir. Mais je crois que le CNRD doit éviter de se tirer une balle dans le pied à l'image du CNDD. Le peuple n'est pas dupe. Allez, tout avant de revenir à Kapsa. Alors, dès après la libération des Fonikemenge sous la médiation des religieux, il n'y a pas eu de reprise de négociation entre vous et le gouvernement. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui fait que ça patine? Qu'est-ce qui freine en tout cas la reprise de ces négociations que vous avez entamées du côté de la Ligue islamique de Guinée? Non, écoutez, vous savez, ça, en tout cas pour ma part, je ne parle pas au nom de l'ANAD ou autre, mais c'était des négociations mornées. Parce que pour moi, les vraies questions, quand vous prenez nos revendications préalables, mais ce qui est obtenu, c'est très mince. C'est très mince. Dans nos revendications, on avait la levée des contrôles judiciaires, on avait la libération des Fonikemenge. Vous savez comment cela aussi a été fait.
vous avez l'arrêt des harcèlements contre les leaders politiques et la société civile. Bien. On parlait de Cellou Dalein, de Sidi Touré, de Sékou Konduno. On parlait de la libération des détenus politiques aujourd'hui. Je vais parler de Kassori Fofana et compagnie. Justement, je vais terminer. Oui, je vais terminer. La question, il va, après vous allez revenir sur la question. On avait parlé de ça, également de la restauration du droit de manifester. Ça faisait partie de nos revendications préalables. Mais quand vous prenez cela, on n'a presque rien obtenu. Il y a eu la levée des contrôles, il y a eu la libération de Fonik et autres. Oui, mais dans les conditions que nous connaissons, jusqu'à présent, les gens sont victimes de harcèlement. Il y a le cas d'Ibrahim Diallo. Bilo est sorti ici, pas de façon officielle, il faut le dire comme ça, parce que les gens l'ont empêché à l'aéroport. C'est lui qui sait comment il est sorti, comme le disait Toumba. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment bien ficelé. Quand vous avez des religieux en face de vous, ils viennent, c'est comme s'il faut... c'est-à-dire ils vous considèrent comme ceux-là qui sont les faibles et le gouvernement c'est le fort. Il faut être, si vous voulez être dans la même disposition que l'imam Dicko du Mali, il faudrait que nos hommes, nos repères, nos références aient le courage de s'adresser à leurs enfants dans ce pays, dans les termes appropriés pour maintenir la paix et la stabilité. C'est extrêmement important. Vous voulez revenir sur la question sur Kassori, parce que dès qu'il a parlé de Kassori... Sur la question sur Kassori, parce qu'on estime que vous êtes en train d'amener le CNRD à faire de l'ingérence dans des procédures judiciaires, contrairement au cas des activistes de la société civile dont on comprenait la situation. Les charges pour lesquelles ils avaient été poursuivis étaient des charges qui ne nécessitaient pas en tout cas le temps qu'ils ont fait en détention, mais sur le cas précisément de Kassori, qui sont poursuivis pour les anciens dignitaires qui sont poursuivis pour détournement de deniers publics ou des faits présumés de détournement de deniers publics. Est-ce que vous ne pensez pas que cette revendication-là, cette réclamation est quand même pousse le CNRD à faire de l'ingérence dans les affaires judiciaires? Non mais écoutez, vous savez, avec le recul, la CREF ne doit même pas exister. Comment ça? Non mais écoutez, je l'assume. Bien, allez, avec ceux qui sont venus avec le recul, on se rend compte que ce sont des harcèlements politiques, ce sont des juridictions expéditives et sélectives pour mettre à l'écart des hommes politiques. Comment comprenez-vous que des gens qui ont pris le pouvoir par des armes, qui ont dit qu'ils sont venus pour refonder, pour rectifier, que les mêmes personnes, jusqu'à maintenant, depuis bientôt 2 ans, refusent de se soumettre à l'exercice basique de transparence, de déclarer leurs biens. Quel crédit vous accordez à cela? Quel crédit? Alors qu'ils n'ont pas la légitimité, parce qu'ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas mandat du peuple de Guinée de mettre en place ce genre de juridiction et de poursuivre. Permettez. Allez-y. Permettez. Après, vous allez poser ils n'ont pas donné l'exemple. Bien. Parce que s'ils avaient donné l'exemple, qu'ils étaient dans la vraie refondation, tout ce qu'il avait annoncé le 5 septembre, c'était ça, on aurait compris. Comment comprenez-vous aujourd'hui, sur aucune base légale, vous avez des ministres de la République qui sortent 100 millions par-ci, 200 millions par là. Vous avez des exemples? Non, mais bien entendu. Bien. Vous avez bien entendu. On a vu le ministre Ousmane Gawal. On a vu l'épouse du colonel Mamadi Doumbouya aller faire des dons. On a vu l'épouse du premier ministre Gomou, alors qu'il y a quelques mois, elle ne le faisait pas. D'où elle sort l'argent. D'où le ministre sort l'argent. Sur quelle base? Est-ce que c'est dans le budget présenté au CNT, même si ce n'est pas une assemblée légitime? Comment ça se fait? On doit arrêter ça, Tcherno. On ne peut pas comprendre. Alors, revenons sur le cas de Kassori. Non, attendez, je viens sur ça. Ouais. Mais on ne peut pas comprendre. Alors, on lutte contre la corruption, on lutte contre les détournements, mais aujourd'hui, des ministres se permettent, des gens qui n'avaient même pas le prix du carburant hier, qui commandaient le prix du carburant, distribuent des centaines de millions. Sur quelle base ils le font? Qui sont ces gens-là? Aujourd'hui, ces gens honorables? Beaucoup de ministres, vous les connaissez plus que moi. Honorables. Vous les connaissez plus que moi. Vous voulez parler de Gawal? Non, pas du tout. Vous le connaissez plus que moi. Vous le connaissez plus. Non, il n'y a pas que Gawal comme ministre. Vous avez une trentaine de ministres. Arrêtons de ramener le débat. Vous avez une trentaine de ministres. Attendez. Non, pourquoi vous prenez que les hommes politiques? Pourquoi vous prenez que les hommes politiques? Vous pensez que ces gens-là n'avaient pas les moyens, Alphonse? Mais est-ce que même le colonel avait de l'argent à distribuer hier? Ah, mais c'est ça. Est-ce qu'il avait même lui? Pas du tout, parce qu'il exactement. Mais on ne doit pas. Quand vous prenez
ces soi-disant révolutionnaires, ceux qui viennent vous répondre, prenez Sankara. Quand il est venu, il n'y avait que des R5. Hein? Il y avait des R5, il y avait une vie modeste et tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a que des V8. On entend même parler de salaire de directeur général adjoint dans les 60 millions. On entend parler de centaines de millions pour des ministres. Tout ça reste à vérifier. Mais on doit donner l'exemple. Du moment qu'ils ne sont pas élus, du moment qu'ils n'ont pas la légitimité, ils ne doivent pas se permettre de puiser dans les caisses de l'État, même si c'est pour assister des victimes. Sur le cas de Kassori, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je demande à ce que, parce qu'ils ressemblent aujourd'hui à des otages politiques, ils n'ont qu'à être libérés. Pourquoi pas les juger d'abord avant de les libérer? Oui, attendez, ils n'ont qu'à les mettre à leur domicile et continuer la procédure. C'est des pères de famille, des gens qui ont quand même dirigé ce pays. Même s'ils ont été, si demain ils sont reconnus coupables de corruption ou de cela, ils peuvent purger leur peine. Mais d'ici là, comme la CRIEF peine à nous démontrer, en tout cas leur culpabilité, ils n'ont qu'à les mettre en liberté en attendant et continuer la procédure, d'autant plus que la refondation laisse à désirer. Par rapport à cette même CRIEF, vous êtes acteur politique, vous parlez de harcèlement politique. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas par incompétence que la procédure dure au lieu que ce ne soit du harcèlement? Non, c'est sur mesure. C'est bien mesuré. Tous les paramètres, tous les indicateurs doivent correspondre au projet, aux velléités de s'éterniser et peut-être même de confisquer le pouvoir. Il n'y a rien de hasard. Il y a certes de l'incompétence, parce que vous savez que même la base légale de cette CRIEF laisse à désirer. Le ministre Charlotte avait annoncé qu'ils allaient prendre des dispositions légales, soumettre des projets de loi pour faire en sorte qu'au niveau de la CRIEF, qu'il y ait aussi le double degré de juridiction. Tout cela, certes, il y a de l'incompétence, certes, il y a des insuffisances, mais c'est beaucoup plus des calculs et des manipulations politiques. La CRIEF, quand même, a libéré des leaders, des anciens dignitaires. C'est notamment l'ancien ministre de la Santé, Rémi Lama. Rémi, ce n'est pas un leader politique. Je parle des anciens dignitaires. Tout à fait, mais ce n'est pas un leader. Moi, je parle de harcèlement politico-judiciaire. N'oubliez pas que Kassori venait de prendre un peu la tête de ce qu'on appelait le comité provisoire du RPG. Bien, allez, cap ça. Il est allé jusqu'auprès de l'hôtel de Kaloum pour organiser la convention à quelques mètres du palais Sékou-Touré. Alors pour revenir donc à ma question, M. Seloubaldi, aujourd'hui, comment vous comprenez l'attitude de la CEDEAO qui fait un semblant là-dedans, comme le disent certains observateurs? Aujourd'hui, on pense que la Guinée serait soutenue par la France, ce qui fait que la CEDEAO a du mal à être catégorique quant au cas de la Guinée. Un exemple concret, cela se justifierait par la prise de position de la Guinée quant à son soutien vis-à-vis du Niger, en n'étant pas aussi catégorique, aussi transparent, en faisant un jeu de diplomatie dans les textes utilisés. Comme le Mali, le Burkina. Écoutez, moi, j'ai développé ici, peut-être que vous n'étiez pas là, j'ai parlé des contextes. Dans toute situation, il faut partir du contexte de la situation. Vous savez que la Guinée, c'est un cas particulier. Non seulement il y a eu le 3e mandat, il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, mais la Guinée n'est pas un pays en proie au djihadisme. Nous ne le souhaitons pas pour notre pays. Les autres pays, c'est un contexte différent. Mais ce que j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que ton enfant est tordu qu'il faut le tuer. Aujourd'hui, nous avons intérêt à travailler pour réorganiser cette CEDEAO-là. Nous avons intérêt à faire en sorte que nos institutions, aussi bien nationales qu'internationales, soient fortes. C'est dans ça que je ne suis pas d'accord avec les faux nationalistes, avec les panafricanistes populistes. Parce que pour moi, quand nous-mêmes, on ne se respecte pas, quand nos élites ne respectent pas les constitutions, on ne respecte pas nos propres lois, comment accuser la France, accuser les États-Unis, accuser la Russie? Pourquoi? Prenez la Chine, prenez le Japon. Le Japon, il y a eu dans les années 45 une bombe ou des bombes ont été larguées. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup de pays qui ont été colonisés. Mais pourquoi aujourd'hui le Japon est une puissance? Pourquoi aujourd'hui la Chine est une puissance militaire, économique, à tout azimut? Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas la Guinée? Assumons-nous, respectons-nous, respectons nos propres lois.
Ce n'est pas la première fois qu'il y a des coups d'État. Ce n'est pas la première fois que nos hommes en treillis nous disent qu'ils viennent pour prendre leurs responsabilités, restaurer leur constitutionnel, sauver la patrie. Mais après, la suite, c'était quoi? Mais justement, en fait, l'autre sens de ma question, c'est par rapport à cette mobilisation des finances de 600 millions de dollars. Quand on sait que ça émane d'un accord entre la CEDEAO et le CNRD. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est parce attention, que... attention, les 600 accord de 600 millions ont été annoncés après la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais été associée à cette Peut-être la CEDEAO pouvait accompagner la Guinée dans un partenariat. Attendez, bien, allez-y. Les 600 millions justifient les activités se trouvant dans un chronogramme validé par la CEDEAO et avec la Guinée. Donc j'estime justement que la CEDEAO ne s'est jamais engagée à financer les élections en Guinée. La CEDEAO s'est par contre engagée à accompagner la Guinée dans la recherche de financement, tout en sachant que nous sommes un État souverain. Nous le réclamons tous les jours. Nous bombons le torse et la poitrine tous les jours. Dans un appui, vous le savez, vous êtes dans ce pays de toutes les élections. Les partenaires, ils ne viennent pas pour donner 100 millions, 200 millions, 300 millions. Ils financent des projets et programmes à travers, par exemple, le NDI, à travers AFS, la formation des agents électoraux, peut-être la mobilisation des kits et l'expertise au niveau de la CENI. Ce n'est pas l'argent liquide qu'ils vont venir remettre à nos ministres. Il faut qu'ils se ressaisissent à ce niveau-là et l'appui. On ne peut pas dire on demande l'appui des partenaires et on leur demande d'envoyer les 80%. La Guinée doit mobiliser l'essentiel du coût des élections, tout en sachant que les 600 millions, j'ai l'expérience des élections, dans un pays qui n'est pas en guerre, c'est une rançon. On peut avoir nettement en deçà et organiser. Pourquoi ne pas avoir toutes les élections en une seule échéance? Beaucoup de pays l'ont fait. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons proposé dans nos mémos la digitalisation pour non seulement gérer le temps, mais aussi pour taire la fraude dans le système. Il faut carrément supprimer le CACV, il faut supprimer les transmissions. À partir d'une plateforme digitale au niveau d'un bureau de vote, on peut orienter les différents PV vers les différentes parties prenantes. S'il y a une volonté. Alors, vous parlez d'harcèlement, honorable Cellou Baldé, il a fait référence à Kassour et tant d'autres. Est-ce que vous faites référence également à votre président Cellou Dalein? D'ailleurs, la dernière fois, vous avez annoncé en pompe à l'occasion d'une assemblée générale de votre parti qu'il reviendra très bientôt en Guinée. Et pas moins que 2 jours, le Premier ministre Bernard Goumou a annoncé que le président de l'IFDG n'est pas du tout persona non grata en Guinée, à l'entendre en paraphrasant. Non, vous savez, quand les Kassoris sont emprisonnés, le harcèlement, c'est les présidents Cellou, Sidia, les Konduno, les Souma et beaucoup d'autres. Nous avons dit, le président Cellou va rentrer. Il est contraint à l'exil par rapport à une justice sélective, expéditive, par rapport à une justice injuste, il faut le dire comme ça. Quand est-ce qu'il va rentrer? Non, nous sommes en train de le préparer. Vous savez, on parle de timing. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte d'amener le CNRD à organiser un véritable dialogue. Aujourd'hui, même les acteurs qui étaient dans ce machin de cadre de dialogue, ils n'ont pas de visibilité. Je l'ai dit en Assemblée générale il y a quelques semaines. J'ai dit, dans quelques jours, voire dans quelques semaines, le CNRD et la transition seront à la croisée des chemins. Demain, ils ne vont pas mobiliser les partenaires, les acteurs politiques pour dire, bon, le chronogramme est en train d'évoluer, nous sommes arrivés à ce niveau. Tout le monde s'est rendu compte que ça ne va pas, que rien n'est en train d'être fait en termes d'activité. Ils sont obligés d'annoncer quelque chose au peuple de Guinée. Ils sont obligés de réorienter la transition. Et donc, pour le moment, oui, je dis pour le moment, nous sommes en train de travailler sur le timing. Cellou viendra prendre part au processus des élections dans notre pays. Du moment qu'il n'y a pas une lisibilité, nous ne sommes pas pressés à ce que ce soit ce mois de septembre-là. Et donc, permettez-moi de terminer. Allez-y. Tous les Guinéens, en tout cas militants de l'UFDG, sympathisants de Cellou Dalein Diallo, veulent prendre part à sa réception à Conakry. Et donc, dans les prochains jours, nous sommes en train de préparer des missions pour aller redynamiser, échanger avec nos structures à la base dans les 33 préfectures et les 300 et quelques sous-préfectures de notre pays. Nous allons travailler pour que le timing soit discuté avec le président et à temps opportun, tout le monde va se mobiliser pour accueillir le président Cellou Dalein Diallo. Il viendra prendre part au processus des élections dans notre pays. Et s'il revient et qu'il soit envoyé à la maison centrale comme les Kassouri?
Bon, ce sont des hypothèses que je suis en train de mettre. Écoutez, oui, vous savez, le CNRD a le choix dans ce pays de travailler pour la stabilité et la paix et le retour à l'ordre constitutionnel. Ils ont aussi le choix de plonger le pays dans un chaos indescriptible qui ne dit pas son nom. Allez, Babila. C'est ça. Dans la même lancée. Allez, Babila, allez-y. Allez-y, oui, Babila. c'est mon temps. Allez-y, Babila, oui. C'était ça aussi. Voilà. La question, toujours, vous avez parlé le mot exil tout à l'heure, en parlant bien entendu du cas de El Selou, alors que les communications antérieures, cette expression n'était jamais admise. Vous disiez que celui était en tournée du parti, il était en mission du parti à l'extérieur du pays, mais aujourd'hui, vous parlez finalement d'exil. Eh bien, cette procédure, il est concerné aussi par une procédure judiciaire au niveau de la CRIEF. Et tout cela, est-ce que vous affirmez finalement que Cellou Dalein Diallo a quitté le pays du fait de ce que vous qualifiez d'harcèlement politique? Non, il y a eu 2 étapes. Cellou a quitté le pays parce qu'il partait en mission. Mais entre-temps, quand il y avait une procédure par rapport à son domicile, le CNRD nous a annoncé que la justice allait être la boussole. Cellou a acquis un domicile en bonne et due forme, en respectant toutes les procédures jusqu'à l'obtention du titre foncier, après avoir payé sur la base d'un prêt obtenu au niveau de la Société Générale des Banques, 400 millions à l'époque, en l'an 2002. 400 millions en 2002, 20 ans après, c'est comme si vous parlez de 4 milliards. C'est le patrimoine bâti qui a encaissé son chèque de banque, qui lui a envoyé aussi une lettre pour lui demander de déguerpir de sa maison. Il a fait un courrier-réponse pour dire, est-ce que vous ne vous trompez pas? Parce que c'est vous qui avez encaissé mon chèque de banque, moi je suis chez moi. Les gens ont insisté, il y a eu le débat, vous le savez. Il a introduit un recours de sursis à exécution de cette décision-là. Ça, c'est sur la forme. Au niveau du tribunal de Dixine, cela n'a pas empêché le CNRD, à travers le patrimoine bâti, de venir démolir sa maison de Dixine. Celle-là était déjà sortie de la maison de Dixine. Exactement. Non, il est sorti, il était là. Maintenant, il était parti en mission. C'est entre-temps, les mois qui ont suivi, il y a eu la démolition de la maison. Nous avons compris que ce n'est pas une justice que nous avons. Nous avons compris qu'il y a un acharnement, qu'il y a une cabale contre les leaders. Et donc, d'abord, n'ayant pas de domicile, parce que vous savez, vous qui le connaissez pendant toutes ces années, le domicile de Cellou Dalein, c'est Dixine. Il était là avec toute sa famille. Donc, et égard à cette injustice-là, Cellou Dalein s'est vu contraint à l'exil. Et après, il y a eu l'affaire de Erguiné. Bien entendu, il y a eu des convocations irrégulières. Les avocats ont répondu. Les avocats ont démontré la vacuité du dossier, mais cela n'a pas empêché le harcèlement. On a vu ceux-là qui ont été auditionnés, qui sont allés dans la procédure aujourd'hui, des leaders qui ont fait 15 mois, 16 mois à la maison centrale, gardés là-bas comme ça, sans suite, alors qu'on n'établit pas aujourd'hui la preuve de leur culpabilité. Étant donné que Cellou était le leader politique, il a également un rôle à jouer dans le cadre de la diplomatie à l'international, contraint à l'exil. Il est resté, il est en train, si vous voulez, de faire également ce travail-là, mais le parti et lui-même ont décidé qu'il prendra part aux élections, il rentrera dans notre pays. Sur le même sujet, comment comprenez-vous qu'un acteur, un acteur public, je veux bien entendu parler du ministre Cellou Dalein Diallo à l'époque, qui a pris une signature au nom de l'État, qu'on puisse, n'est-ce pas, le poursuivre alors que l'acte, n'est-ce pas, qui a été pris a été fait au nom de l'État. Pourquoi ne pas poursuivre l'État, mais c'est l'individu qui est visé par une procédure judiciaire, non, alors qu'il ne l'a pas fait en son nom? Mais cela justifie tout ce que nous disons tout ce temps, c'est un acharnement. Vous savez, moi je n'aime pas souvent expliquer ça, parce qu'on ne vient pas dans les médias pour justifier ça. On a tellement parlé. Oui, mais attendez, mais vous savez, c'est une procédure pour laquelle il y avait le ministre des Finances, de l'économie et des Finances. Il y avait la cellule de privatisation au sein du ministère des Finances. La loi qui s'appliquait à ces dossiers dans ce domaine-là, c'était la loi sur la privatisation et non la loi sur la passion des marchés publics. Il y avait, si vous voulez, que Cellou était ministre des Transports. Donc, si vous voulez, tutelle technique par rapport à ce dossier-là.
Et le président Lansana Conté a pris un décret du président par rapport à la liquidation de Air Guinée. Il y a eu le passage des ministres au niveau de l'Assemblée nationale. Toute la procédure a été respectée. Mamadou Sylla, l'acquéreur de l'avion, est venu dans les médias expliquer comment les tractations se sont passées. Celle-là n'était même pas d'accord. Il était opposé. Et l'argent, les 5 millions dont on parle, comment il a payé de Tel Aviv jusqu'en Guinée. Mais comme on veut, si on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. On avait dit blanchiment, corruption. Les avocats ont dit il faut préciser. Maintenant, Ali Touré a dit que celle-là a détourné les 5 millions. Mamadou Sylla a dit c'est lui qui a payé les 5 millions. Il a indiqué aux Guinéens avec documents à l'appui comment il a payé les 5 millions. Comment voulez-vous comprendre ça si ce n'est pas un acharnement politico-judiciaire? Alors, monsieur Baldé, moi, que vous permettez les autres également à poser des questions. J'entends bien ce que vous êtes en train de dire, mais je suis confus ce matin quant à la communication au sein de l'UFDG. On a reçu, oui, bien sûr, on a reçu dans ce studio-là, par appel, monsieur Joachim. Ici, et la question lui a été posée, il a clairement dit que Selou n'est pas en exil. Vous n'avez pas écouté Selou Dalen lui-même? Non, attendez, on l'a reçu ici, on lui a rappelé ça, il a dit qu'en aucun cas, dans aucune de vos communications, cela n'a été tenu. Bien. Et ce matin, vous êtes en train de dire le contraire de ce que lui, il affirmait ici il y a quelques moments. Et donc, finalement, je me pose la question sur la structuration de la communication au sein de votre parti. La communication à l'UFDG, elle est bien structurée. Selou Dalen a communiqué, nous avons communiqué et vous avez bien nos mémos. Si Selou était là-bas, juste pour être là-bas, on n'allait pas demander dans le cadre des mémorandums officiels adressé à la CEDEAO, adressé au gouvernement de transition, adressé aux religieux, qu'on soit mis fin au harcèlement politico-judiciaire pour que ceux qui sont en exil puissent entrer. Je crois que c'est une base quand même officielle. Bien, allez, coordinateur de la Fédération FDG de l'Intérieur, honorable Selou Baldé, dans le Bifor GG. Emmanuel, avant de revenir à Alphonse. Oui, monsieur Baldé, je voudrais qu'on revienne sur la question de la procédure qui a concerné la maison du président Selou Dalen Diallo. Vous avez dit qu'un recours pour le sursis à exécution avait été introduit au niveau du tribunal de Dixine. Alors, ma question c'est, est-ce que, parce que le juge qui avait été saisi a estimé que les avocats, les conseils de votre président n'avaient pas saisi la juridiction la mieux indiquée. Est-ce qu'il y a eu une autre procédure qui a été intentée vers la juridiction la mieux indiquée? Parce que ce qu'il ne faut pas occulter, c'est que lorsqu'une décision administrative est prise en vertu du privilège de puissance publique, la décision est censée s'exécuter à moins qu'un sursis à exécution puisse produire effet. Ce qui n'est pas le cas dans votre situation. Non, il y a eu deux étapes. Le sursis à exécution, c'était par rapport au déguerpissement de M. Selou Dalen Diallo. Il y a eu, bien entendu, si vous voulez, l'arrêt que vous venez de dire par rapport à l'incompétence et tout ça. Ça, c'est connu, c'est de notoriété publique. Quand on veut, si vous voulez, on veut banaliser, quand on ne veut pas donner suite à une, si vous voulez, à une requête d'un opposant ou d'un non-politique dans notre pays, et quand on ne veut pas statuer sur le dossier d'un prisonnier politique ou d'opinion, on dit qu'on n'est pas compétent pour le faire, alors qu'on est compétent pour tous les cas similaires venant peut-être d'un prisonnier ou d'un homme de droit commun. Et qu'à cela nous tienne, il y a eu cela, il y a eu le déguerpissement. Mais on a introduit un recours au fond. Les juristes, les avocats peuvent mieux l'expliquer, mais c'est pendant qu'il y avait ce recours sur le fond. Maintenant, par rapport au contentieux pour la maison, parce que pour nous c'est une spoliation, ce n'est pas, si vous voulez, une expropriation. Et donc, avant même qu'il n'y ait un délibéré, une décision de justice, c'est en ce moment que le patrimoine bâti, avec le CNRD, ils sont venus casser. Par rapport à ce point, aujourd'hui, le fait de déguerpir Selou de chez lui n'empêche pas la justice de lui donner raison. Et dans un cas comme tel, la procédure voudrait qu'il soit dédommagé et qu'il soit recasé également. Aujourd'hui, s'il y a un processus de recasement... Quelle était l'urgence de sortir Selou de chez lui? On parle déjà de la conséquence de votre recours. Si aujourd'hui, il y a une procédure de recasement et de dédommagement de Selou Dalen, est-ce qu'il serait tenté de refuser
pour récupérer l'ancien site qu'il occupait. Je ne saurais me prononcer. C'est Cellou Dalein qui peut se prononcer par rapport à ça. Allez, Ouiama. Voilà, alors il y a un élément qui m'est revenu lorsque vous étiez en train de parler du financement des 10 points du chronogramme. Et il y a une des lignes qui dit que 470 milliards pour l'élaboration et la vulgarisation de la prochaine constitution. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est une somme justifiable à votre avis? Non, nous l'avons dit et répété dans les différents médias. Vous savez, nous-mêmes, nous avons décortiqué ça. C'est ce qui fait que nous appelons c'est la rançon. C'est-à-dire c'est la prime à payer par la communauté internationale et par le peuple de Guinée pour que les militaires libèrent le fauteuil. C'est ça. Ça ne se justifie pas. Vous savez, la bonne manière voudrait quoi? Que dans un cadre de dialogue sérieux, que nous discutions des questions techniques, constitution, code électoral, comment je vais appeler, fichier électoral, que nous discutions de toutes ces questions-là. Et le financement des élections. Parce que la crédibilité du processus, l'inclusivité du processus facilite la mobilisation des partenaires internationaux. Et donc, il fallait que des experts rompus à la tâche. Nous avons des cadres de la CENI, aussi bien dans l'administration publique que dans le privé, aujourd'hui, qui peuvent aider. Vous avez des départements ministériels où il y a des cadres. Vous avez des acteurs politiques où il y a des experts. Que les gens là se mobilisent pour qu'ensemble, de façon consensuelle, nous puissions définir les stratégies de mobilisation des ressources. Est-ce que finalement, à savoir le budget, les politiques qui sont responsables de ce qui est en train de se passer? Parce que, bon? Oui, vous-même les politiques, parce que lorsqu'il y a pareilles circonstances, on a constaté que certains de vos amis de la classe politique participent à ce genre d'organisation, à ce genre d'événements comme on a vu avec les élections, plutôt la question de la Constitution. Certains parmi vous, pendant que vous étiez en train d'alerter comme quoi on ne devrait pas participer à ce genre de dialogue et autres, certains d'entre vous ont quand même participé pour avaliser ce qui était en train de se dessiner. Donc, même dans le dialogue qui a été institué par le CNRD, vous avez alerté qu'il n'y avait pas en l'état les conditions réunies pour un dialogue sincère, mais certains d'entre vous y ont participé. Ça, c'est la faute, je vous dis très simplement, c'est la faute du CNRD. Le CNRD nous a tous dit pourquoi il a pris le pouvoir. C'est pour ne pas répéter les erreurs du passé. C'est pour éviter la politisation. C'est pour éviter que la justice ne soit inféodée. C'est pour éviter ça et ça et ça. C'est au vu de tous ces dysfonctionnements qu'ils ont pris le pouvoir. Mais le CNRD sait qu'il y a un coup d'État constitutionnel qui a eu pour conséquence le 5 septembre. Le CNRD connaît les véritables acteurs politiques de ce pays. Et donc, allez chercher, mobiliser, allez mobiliser les véritables acteurs. C'est ceux-là qui ont eu, en tout cas, qui ont obtenu les suffrages des populations pendant au moins les 10 dernières années de notre pays. Allez, Emmanuel, non, pas du tout. Allez-y. Emmanuel, allez-y. On va s'écouter, c'est très important. Tout de suite là, vous l'avez rappelé que les 600 millions sont trop pour l'organisation d'une élection. De votre expérience aujourd'hui, si on vous demandait de proposer, quel est le montant selon vous qui pourrait être destiné à l'organisation des élections? Écoutez, je ne saurais dire un montant ici. Mais tout cela se règle dans un cadre de dialogue. Parce que, pour parler d'élection, le CNRD a dit, ou a affirmé, a dit avoir l'intention de commencer par la base, d'organiser les élections à partir de la base. La base, c'est les quartiers, les districts d'abord, les communes après, les législatives, la présidentielle, ou bien on respecte la loi du code électoral révisé en 2017 pour faire une économie en temps, pour faire une économie de logistique et d'argent, pour qu'à l'issue des élections communales, on essaye de meubler les quartiers et les districts. Ça a son coût. Est-ce qu'on organise les élections en une journée? Ça a un coût. Si on organise les élections en une année, c'est que nous ne souhaitons pas. Parce que si c'est le schéma du CNRD, c'est qu'on a les communales ou les quartiers, les communes, les législatives, la présidentielle, c'est que le président qui sera élu, si le mandat retenu dans le cadre de la Constitution, c'est 5 ans, ça voudrait dire que la 5e année de son mandat, ça va être une année d'élection, une année d'instabilité, ce n'est pas une année de gouvernance et de développement. Donc nous avons souhaité que les élections... Donc pour moi, il faut le discuter
dans un cadre organisé pour sortir le vrai coup des élections. Alors, il nous reste 7 minutes à passer ensemble avant la pause, honorable Cellou Baldé. Je voudrais qu'on revienne sur un autre angle de l'actualité. C'est concernant Ousmane Gawal Diallo qui appelle à un congrès au sein de l'IFDG. Ces derniers temps, il fait des sorties médiatiques et même sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Comment vous, au niveau de l'IFDG, avez-vous accueilli ces sorties concernant un congrès au niveau de l'IFDG? Parce qu'il estime que vos instances ne sont plus dans un mandat légal. Il n'est pas en droit de parler de l'UFDG. Il n'a pas le droit de parler des instances de l'UFDG. S'il vous plaît, il va répondre. Si vous voulez, il n'a pas cette légitimité-là aujourd'hui. Pour nous, c'est le CNRD qui est en train de parler de l'UFDG. Ce n'est pas Ousmane Gawal. C'est le porte-parole du gouvernement qui parle de l'UFDG. Ce n'est pas Ousmane Gawal, pris en tant que citoyen, en tant qu'individu, en tant qu'ancien membre de l'UFDG. C'est ce qui fait que nous avons dit que nous ne comprenons pas le mutisme du CNRD quand un ministre porte-parole porte la casquette de membre du gouvernement, de porte-parole du gouvernement pour s'attaquer aux leaders et à un parti politique. La charte est claire. Ni le colonel, ni les membres du CNRD, ni les membres du gouvernement, ni les membres du CNT ne doivent candidater aux prochaines élections. Les feuilles de route de la transition, en tout cas des ministres, sont claires. Je ne crois pas qu'il y ait dans ces feuilles de route de parler des partis politiques, de s'attaquer à des partis politiques. Pour nous, c'est une stratégie concoctée par le CNRD et au niveau du gouvernement pour tenter de déstabiliser l'UFDG. Mais je lui dis tout de suite que c'est peine perdue. Vous savez, c'est aux militants de s'exprimer par rapport au congrès du parti. Oui, mais M. Cellou Baldé, n'a-t-il pas raison en disant ça? Non, pas du tout. Il n'a pas du tout raison. Il n'a pas du tout raison. Il n'a pas du tout raison. D'autant plus même du contexte, la façon dont il n'est pas disposé à contester. C'est comme si moi, Cellou Baldé, je viens demain ici contester l'élection de Koïta au niveau du bureau des orpailleurs. Moi, je ne suis pas un orpailleur là. Je ne suis ni électeur ni éligible. À la date d'aujourd'hui, même s'il a été, il n'est pas exclu que je sois orpailleur demain. Il n'est plus de l'UFDG. Donc il n'a pas qualité de parler de ça. Nous comprenons. C'est ce qui fait qu'en dehors de de la nécessité de repréciser certains détails pour les militants et sympathisants, beaucoup de nos compatriotes sont sensibles, beaucoup sont analphabètes, ils ne comprennent pas, sinon il y a des aspects qu'on ne répond pas dans les sorties. Vous savez, on se connaît très bien à l'UFDG. On se connaît très bien à l'UFDG. Monsieur Ousmane Gawal Diallo est venu à l'UFDG. Il a milité, il a été député. Aujourd'hui, il y a eu la transition, il a fait son choix, il a opté. Et donc, il a décidé de violer les statuts et le règlement intérieur de l'UFDG et en conséquence, il a été exclu du parti. Et donc, en dehors qu'il n'aille intenter d'autres recours qui vont recevoir aussi leur bel enterrement dernière classe, comme ce fut le cas pour d'autres, et comme lui-même, il l'avait dit pour certaines personnes, si demain il nous dit que nous n'avons pas pris les bonnes manières pour l'exclure, nous prendrons les plus belles, les bonnes manières pour encore l'exclure. Que cela soit su et connu. Pour nous, pour répondre à ta question, c'est le CNRD qui nous attaque. C'est le gouvernement qui nous attaque, parce que c'est le porte-parole du gouvernement qui nous attaque. Mais nous avons la carapace dure. L'UFDG est un géant. Ce que Ousmane Gawal fait, il nous fait absolument chaud, absolument pas froid. Bien, allez, Babila. Alors justement, en parlant de Ousmane Gawal, il n'occulte pas le fait de se porter demain candidat si le parti arrivait à organiser le congrès justement. Et comment vous percevez cela aussi, parce qu'il tient mordicus quand même à cette intention, à cette volonté de remplacer sur les réseaux sociaux. Non, pour moi c'est du buzz. Il n'a pas qualité de se porter candidat. Il n'a pas qualité. C'est du buzz quoi. Il n'a pas qualité. Mais il connaît l'UFDG. L'UFDG, c'est une institution. Il connaît mieux que quiconque ce que les textes disent. Parce qu'il les a interprétés pour beaucoup de cas. Il connaît ça. Il sait que à l'UFDG,
sa page est totalement tournée. D'où est parti le divorce alors? D'où est parti le divorce entre vous et et Ousmane Gawal? Mais je ne suis pas là pour expliquer cela. Peut-être qu'on prendra un autre temps pour le dire. Mais du moment qu'il y a une divergence, qu'il y a violation des statuts et des règlements intérieurs du parti, c'est sur la base des violations qui est prévue et réprimée par les statuts et les règlements intérieurs. C'est sur cette base que la sanction a été prise. Est-ce que c'est parce que beaucoup estiment, ou d'ailleurs il y a des langues qui se délient, comme quoi que le temps de sa détention, vous avez été aussi en prison, si je ne me trompe. Oui, bien sûr, nous étions ensemble, compagnons de cellule. Au temps de sa détention, qu'il n'aurait pas bénéficié du soutien nécessaire des cellules et qu'il était même pressenti après le 3e mandat, qu'il était pressenti pour intégrer le gouvernement d'Alpha. Est-ce que parce que vous avez senti vraiment cette volonté de trahison ou de trahir l'UFDG qu'il avait été finalement bouté en touche? Non, pas du tout. Vous savez, on ne sanctionne pas une volonté. On ne sanctionne pas une intention. Il y a eu que jusqu'à son entrée dans le gouvernement de transition, il était encore le directeur de communication. Jusqu'à son exclusion, il était encore le directeur de communication. Prenez la lettre, si vous voulez, la décision d'exclusion. Si vous ne l'avez pas, moi je peux vous la donner. Vous allez lire ce qui est mentionné dedans. C'est par rapport à la violation des statuts et règlements intérieurs du parti et par rapport à la gravité, en tout cas, des fautes commises qu'il a été sanctionné. Alors, je ne sais pas Cap, si c'est dans la même lancée. Sinon, vous permettez que je pose cette question. Aujourd'hui, il y a de ces jeunes certainement qui sont pris en charge par Ousmane Gawal. En tout cas, on voit sur les réseaux sociaux comme quoi c'est lui qui est en train de les soigner au sein de l'IFDG. Comment avez-vous perçu ça? Non, écoutez, d'abord une chose, en tant que parti ayant été dans l'opposition pendant les 11 dernières années du règne de M. Alpha Condé, c'est quand même une aubaine pour des victimes handicapées à vie d'avoir 10 millions, d'avoir 20 millions, d'avoir 30 millions. Même si c'était de l'argent privé, à plus forte raison, c'est de l'argent public. Ici, des caisses de l'État. M. Ousmane Gawal a beau dénoncer le régime précédent, il avait beau égrener la liste des victimes à l'Assemblée nationale, mais vous n'aviez pas appris, ni vous ni moi, que pendant les 10 ans ou 11 ans, qu'il avait donné 1 million à une victime dans ce pays-là. Il a fallu qu'il soit dans le gouvernement, qu'il ait accès à l'argent public pour pouvoir donner de l'argent aux victimes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous percevons cela comme étant une manipulation politique. D'autres l'avaient fait en 2015. Si vous vous souvenez, des acteurs politiques sont allés prendre les jeunes, ici, notamment Thierno Sadou à Kakimbo et d'autres, pour les faire parler à des médias, pour leur dire, vous êtes abandonnés, vous n'êtes pas soutenus. Ça, c'était pour décourager la lutte même au temps de FNDC. Mais c'est peine perdue, ça ne va pas prospérer. Ce que nous souhaitons, c'est bien qu'ils aient accès à cet argent. Ça va les aider. Mais ce que nous disons, je le répète, ce que nous demandons aux ministres qui sont dans ce gouvernement, même au CNRD, c'est de faire en sorte qu'il y ait le droit, qu'il y ait le procès par rapport aux victimes, mais également qu'il y ait des réparations après le procès, des réparations dans le cadre du droit, pas qu'on donne de l'aumône. Mais le plus important, c'est quoi? Pourquoi on donne seulement on soigne seulement les jeunes de l'Axe alors qu'il y a d'autres victimes dans certaines localités, même à Zérékori. Je viens. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'on mette fin à l'impunité. Cher Madio, nous n'aurions pas pensé qu'après le 5 septembre, nous aurions eu d'autres morts. On a 26 depuis le 5 septembre. Qu'est-ce que M. Ousmane Gawal nous dit par rapport à ces 26? Nous aurions pensé qu'il allait poser un acte fort. Quand il met en parallèle le jour qu'il égrenait la liste des victimes à l'Assemblée nationale et les 26 victimes sur l'heure du CNRD, nous tous, nous aurions parié qu'il allait démissionner du gouvernement ce même jour. Qu'en est-il de ces jeunes de l'Axe qui sont pris en charge alors qu'il y a d'autres victimes à Zérékori, à Labé et dans certaines localités? Vous savez, oui, c'est ce qui fait que je dis que c'est une manipulation politique. C'est pour faire croire que les jeunes de l'Axe qu'on attribue à tort ou à raison à l'UFDG, à l'ANAD de Force Vive aujourd'hui, à l'opposition d'hier, que ces jeunes sont laissés pour compte. Mais je vais vous dire, j'ai vu des jeunes, parmi ceux qui sont partis en Tunisie, il y a des gens qui ont été victimes d'attaques à main armée. Pas dans les manifestations. Ça, je connais des jeunes qui sont dedans, qui ont été victimes d'attaques à main armée. J'ai été très content
de savoir que le jeune en question a bénéficié des soins. Vous voulez parler d'Aliou Toulel? Exactement. Bien. Aliou a été victime d'attaques à main armée. C'est quelqu'un que je connais bien. Ouais. C'est certes un militant de l'UFDG, mais il n'a pas été victime d'une manifestation de FNDC. Ça, je tiens à le préciser. Je salue qu'il ait bénéficié de cette prise en charge-là. Alors, monsieur Selou Baldé, vous semblez, vous le disiez, vous l'aviez dit, vous avez insisté là-dessus, vous prépariez un retour en fanfare du président Cellou Dalein Diallo sur la Guinée, sans oublier... Vous préparez. Oui, justement. Merci. Vous préparez. C'est ça. Vous préparez un retour du président Cellou Dalein Diallo ici en Guinée, sans oublier bien entendu qu'aujourd'hui il y a une manifestation, il y a une interdiction de manifestation publique. Cela ne pourrait-il pas y avoir des conséquences? Et l'autre élément que donc c'est le colonel seulement qui doit avoir des foules. L'autre élément sur lequel je voudrais bien entendu vous entendre, je vous sais très franc. On a eu M. Sékou Koundono ici. Est-ce que vous pensez comme lui que cette transition-là aujourd'hui sera forcément rectifié? Et si le colonel le veut, ça se fera avec lui. S'il ne le veut pas, ça se fera sans lui. Non, écoutez, vous savez, avec ou sans lui, c'est Dieu qui est le propriétaire des jours à venir. C'est évident, c'est Dieu qui sait de ce que demain sera fait. Moi, je ne peux pas le prédire. C'est évident. Je ne peux pas le prédire. Aujourd'hui, je ne souhaite pas que mon pays soit dans l'instabilité perpétuelle. Je souhaite que nous soyons dans la paix, dans la quiétude, pour que nous puissions nous occuper du développement de ce pays. Vous avez vu ce que les Ivoiriens sont en train de faire chez eux en Côte d'Ivoire? Vous avez vu Dakar à côté? Prenez les 10 ans, de 2010 à 2020 ou 2021. Prenez les 10 ans de Macky, prenez les 10 ans de Ouattara, même s'il y a eu un troisième mandat de l'autre côté, mais il y a eu le développement socio-économique. Vous savez, toute la bataille, permettez, vous savez, toute la bataille, hommes politiques, ONG, médias, c'est pourquoi? C'est pour le développement de ce pays. Chacun estime être en mesure, à travers un projet de société, d'apporter la plus-value, le développement socio-économique, le bonheur à ce peuple de Guinée. Nous avons tout dans notre sous-sol, mais voyez nos routes aujourd'hui. Voyez ce que nous avons dans notre pays. C'est de ça que les questions... Pour répondre à sa question, moi j'inviterai humblement le colonel, son entourage, le CNRD, le gouvernement de la République, de se rappeler d'où nous venons. D'où nous venons. De se rappeler des motifs invoqués le 5 septembre. De savoir que le peuple n'est pas dupe. Vous savez, à un moment dans cette ville, il y a eu des PA qui ont été installés. Les gens ont pensé dans les médias, ah oui, c'est fini, l'opposition ne peut plus rien faire, on ne peut plus manifester. Mais quand le peuple a décidé de prendre son destin en main, un seul matin, entre 8h et 11h, il n'y avait plus de PA. C'est le peuple qui assume sa souveraineté. Donc moi, j'invite humblement le colonel à faire en sorte que cette transition, comme il l'a toujours dit, soit la dernière. Mais elle ne sera pas la dernière dans les velléités de confiscation. Elle ne sera pas la dernière en voulant s'éterniser. Elle ne sera pas la dernière en prenant d'autres Guinéens en faire des choussous, jetant les autres en prison, mettre les autres en exil. La Guinée, qui pouvait imaginer qu'après le 5 septembre, Sékou Koundono allait être encore en exil. Foni Kemengue allait retourner en prison. Cellou Baldé allait être sous contrôle judiciaire. On doit éviter cela dans notre pays. Cellou Dalein allait être en exil ici, Dia Touré. On ne peut pas avoir, tous ces éléments-là et avoir la stabilité dans notre pays. Ce n'est pas possible. Salou me fait signe qu'il est temps. Je suis vraiment désolé, Alphonse. Désolé. Voilà, ils vont dire encore que je suis contre vous. Mais tant mieux. Allez, merci beaucoup, honorable Cellou Baldé. À très bientôt. Merci, c'était un plaisir énorme de partager le plateau avec vous. Merci beaucoup.